Bon, ben, je vous propose de commencer notre séance de ce jour. Alors, d'abord, vous avez des documents là, donc, d'Assemblée Générale de Reza, de la SPI et de Enodia, donc ils nous sont parvenus en retard. Donc, je vais vous demander si vous acceptez le principe de l'urgence pour le mettre à l'ordre du jour. Pour Reza qui est pour la SPI qui est pour, et pour Enodia qui est pour. Voilà. Alors, pour le procès verbal de la séance du 27 octobre, y a-t-il des remarques? Qui est pour? Merci. Alors, point 2. Donc, nous prenons acte de la démission d'Éric Huislet de son mandat de conseiller de l'action sociale. Voilà. Et nous, Éric donc est remplacé par Louis Medrugen. Sur proposition évidemment du groupe auquel il appartient. Là, on va voter. Félicitations, merci à l'heure, félicitations à l'heure. Alors, le point 4. Le point 4, crédit urgent pour l'attribution du marché public pour les travaux d'aménagement du bloc E de la caserne de Sèvres. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Qui est pour? Merci. Alors, 5e point, taxe à l'impôt des personnes physiques exercice 2022. Donc, nous proposons de maintenir le taux de 8,5%. Y a-t-il des remarques ou des questions? Qui est pour? Qui est contre? Merci. Point 6, centime additionnel de prix compte immobilier exercice 2022. Nous proposons de maintenir le taux de 2800. Y a-t-il des remarques ou des questions? Qui est pour? Qui est contre? Merci. Alors, nous en arrivons au point 7. Modification budgétaire ordinaire numéro 2 du Centre public d'action sociale. Y a-t-il des remarques ou des questions? Qui est pour? Qui est contre? Merci. Alors, subside salon du vin de Denis Mine pour l'édition 2021, 1000 €. Y a-t-il des remarques ou des questions? Qui est pour? Subside 2021 pour le marché de Sèvres, 275 € à l'association de fête des marchands du marché de Sèvres. Y a-t-il des remarques ou des questions? Qui est pour? Subside 2021 Télévis, 300 €. Y a-t-il des remarques ou des questions? Qui est pour? Subside 2021 Centre culturel de Bleuny, 1175 €. Y a-t-il des remarques ou des questions? Qui est pour? Jeunesse Parchonnet, 75e anniversaire, 250 €. Remarque, question? Qui est pour? 20e anniversaire, motivé de jeudi, 250 €. Remarque, question? Qui est pour? Jeunesse de Housse, 100e anniversaire, 250 €. Remarque, question? Qui est pour? Alors, subvention ponctuelle de relance associative, donc ça c'est par rapport aux associations qui n'avaient pas été prises en compte lors des précédents octrois de subventions. Donc pour les mouvements de jeunesse, 200 € par mouvement de jeunesse, pour les troupes de théâtre, 200 € par troupe de théâtre, pour les fêtes locales, 500 € par comité organisateur, les associations articoles, 200 € par comité, et association de vie communautaire, 300 € par comité. Y a-t-il des questions ou des remarques? Juste peut-être savoir comment vous avez réparti la somme, pourquoi est-ce qu'il y en a qui ont 200, d'autres 300, d'autres 500, c'est juste une question de répartition. On a fait une proposition sur base de ce qu'ils ont demandé, une sur base de ce que certains avaient dit comme commentaire, et on a acté en fonction de ça. Donc, c'est bien Serge. J'avais en son temps demandé où on en était au niveau du fait que certains avaient eu 40 € au niveau de la région wallonne pour les clubs sportifs.
Il avait été question de recontacter et voir avec le Football de Housse et le Celtic de Mortier, si je ne m'abuse. Ça ne vient pas dans cette réflexion-ci, ça viendra après. Bon, ouais. Arnaud. Mais, en fait, je pense avoir répondu déjà la fois dernière que c'était parce qu'ils n'étaient pas dans une fédération reconnue. Ils sont à la RIL, donc ils n'étaient pas repris au niveau de la région Lausanne dans une fédération reconnue en tant que telle, donc pas de subside. C'est vrai que là, On avait dit qu'on reverrait la situation pour trouver une solution éventuellement, mais bon voilà, je crois que ça n'est pas dedans, donc je me dis que ça arrivera peut-être le mois prochain. Ok, merci. Qui est pour? Merci. Alors, nous passons au marché public. Point 10. Marché public pour le remplacement des châssis de l'école de Housse. Question. Qui est pour? Alors, marché public pour l'acquisition d'un véhicule d'occasion. Des questions? Qui est pour? Marché public pour l'acquisition de 2 camionnettes simple cabine et d'une camionnette fourgon d'occasion. Qui est pour? Enfin, question? Non, Qui est question. pour? Anne-Marie. Oui, je suis un peu étonnée de voir qu'au cours de la même séance et donc de la même année, nous allons devoir remplacer 6 véhicules. Et donc je pose la question, compte tenu de l'amortissement de ces véhicules, d'un plan de remplacement un peu systématique, de manière à ce qu'on ne se retrouve pas dans une situation comme celle de cette année. Est-ce que cette réflexion a déjà été faite par le passé? Est-ce que c'est un choix? Donc, on a fait l'état des lieux du parc de véhicules. Donc, on a pris les véhicules les 6, je veux dire, plus anciens. Oui. Donc, enfin, on en rajoute aussi. Donc, on remplace et on rachète aussi de nouveaux véhicules parce que c'est un besoin au quotidien. Et on a bien vu aussi, donc, je ne veux pas dire qu'on a fait ça que pour le Covid, mais voilà, on a dû mettre 2 personnes par véhicule, ça a pu en mettre 4, et puis ça a posé des problèmes. Et ici, donc, les véhicules, généralement, au niveau de l'amortissement, les véhicules sont entretenus, on les entretient, je veux dire, très bien par rapport à l'utilisation des véhicules, ils sont bien entretenus. Et donc, sur cette base-là, on s'est dit, ben voilà, on va racheter 2 nouveaux véhicules et remplacer certains qui sont en panne, c'est pas prévoir non plus les pannes, comme ça. Voilà, mais sinon, je veux dire, le véhicule, on les garde quand même le plus longtemps possible et Je vais reposer ma question autrement. Alors, tout comme pour les trottoirs, on prévoit chaque année une somme au budget pour faire une certaine partie des trottoirs. Est-ce que dans le cas d'un nombre quand même conséquent de véhicules, est-ce qu'il ne serait pas adéquat de prévoir au moins le remplacement d'un véhicule par année? Pour faire quoi? Comment pour faire quoi? Pour ne pas se retrouver dans une situation où on a 6 véhicules à remplacer la même année. Où est le problème? Ouais. Ici, suite à suggestion, chaque année, on va donc revendre un véhicule qui continue à fonctionner au prix d'occasion. C'est ça l'idée. Il faut voir ce que tu as comme panne à ces véhicules et le coût des pannes. C'est toujours dit chaque année, on rachète un véhicule pour remplacer un véhicule qui fonctionne. C'est-à-dire que l'autre fonctionne, on va pas le laisser, qui fonctionne, on va pas le laisser au garage. On va le revendre d'occasion. En tout cas, c'est intéressant de budgéter, et si on n'utilise pas le budget, il sera toujours utilisé à autre chose ou reporté à l'année suivante. C'était une réflexion, c'était un questionnement, sans plus. Voilà. Je peux poser une question? Oui, ça. Pour embrayer par rapport à ce que Anne-Marie vient de dire, c'est vrai que ça fait quand même 25% de la flotte qui est à renouveler sur une année. Donc, voilà, c'est une manière de voir les choses au niveau de la gestion de la flotte. Mais je pense qu'en effet, les derniers moments, ça a été un peu compliqué au niveau du personnel pour les trajets et autres. Et donc ici, la réflexion, on a deux véhicules électriques, c'est ça qu'on a pour l'instant. Ça va faire un troisième. Ce sera le troisième au niveau du camion. Oui. Ok, ça va. Ok, on prend note. Donc, qui est pour? Alors, marché pour l'acquisition d'une camionnette simple cabine électrique. Qui est pour?
Marché public pour l'acquisition d'un camion Triben. Qui est pour? C'est ce qu'on avait déjà voté. Ça revient pour... Oui. Bon, on n'a pas eu d'offre. Il n'y avait pas eu d'offre. Non. Et donc on a modifié le cahier des charges pour... Ok. C'est déjà 180 000 boules. 180 000 boules, le truc, hein, c'est- Bon, qui est pour? Merci. Alors, marché de fourniture pour l'acquisition de mobilier pour le bloc E. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? Merci. Alors, marché conjoint de travaux avec l'AIDE pour la rénovation et le renouvellement dans le cadre des travaux de la voie de la Hayette. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Qui est pour? Merci. Alors, acquisition immobilière, parcelle de terrain à Marchand, demande d'autorisation pour recourir à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Serge? Donc ici, c'est la première partie de l'achat de terrain par la problématique d'une parcelle qui appartenait à l'État belge, c'est ça. Et donc, la procédure va prendre, à mon avis, un certain temps. Au niveau timing, ça va donner quoi? Et la deuxième étape, c'est, je suppose, d'acheter le terrain qui était prévu en son temps au niveau du propriétaire qui se trouve là tout près de ce terrain-là. On doit encore repasser ça au conseil communal ou bien ça a déjà été décidé par rapport au prix qui était mentionné ou bien est-ce qu'on doit repasser une décision? Je pense qu'il faut qu'on a repassé à ça. Et donc au niveau timing, ceci, la procédure comme celle-ci, ça va prendre combien de temps? Le plus vite possible. Hein. Oui. Ça dépend, voilà, si la défense nous répond dans la semaine, c'est bon. On n'est pas obligé d'attendre la réponse de la défense pour enclencher l'achat de l'autre parcelle, si. L'achat de l'autre parcelle. Hein, la parcelle, il y a la moitié à la défense, la moitié à un tiers. Le dossier avec le tiers avait déjà pris un certain temps. Est-ce qu'on doit attendre la défense pour pouvoir enclencher la vente au tiers? De toute façon, on ne saurait rien faire de l'autre terrain tant qu'on n'a pas celui-ci non plus. Ça, c'est juste. Donc autant le faire tous les deux. Et il manquera encore un morceau pour pouvoir passer avec la mobilité douce. Il y a encore un morceau de l'autre côté de la rivière, le long des terrains à la Croix. De l'entreprise de la Croix, pour ne pas citer le nom. Et donc, on a encore négocié ou on a déjà un accord? Il y a un accord, donc on attend l'exécution, on a demandé confirmation par écrit, il y a un accord. Voilà. Ok, merci. Qui est pour? Merci. Alors, octroi d'un droit d'amphithéose, donc on avait passé au conseil communal ici l'acceptation d'une offre qui avait été faite pour le stade de tir de l'ancienne caserne de Sèvres, qui a été amenée par le gouverneur et par le ministre de l'Intérieur. Donc nous devons prendre acte que les conditions d'octroi ne sont pas rencontrées, ce qui équivaut à annuler ce truc. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? On doit voter? C'est une prise. Alors, au niveau du lotissement rue Basile, donc là, suite aux discussions liées à l'enquête publique notamment, il y a toute une série de points qui étaient apparus, donc qui ont fait qu'on a décidé de ne pas aller plus loin avec le promoteur qui évidemment nous a réclamé d'être indemnisé des travaux effectués, et donc dans le cadre d'une résiliation à l'amiable, nous vous proposons donc d'indemniser ce promoteur de façon à clôturer l'abandon de ce projet. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Jérôme? Si je retrace un peu l'historique de ce dossier, je constate que vous avez décidé de mettre ces terrains en vente alors que rien ne vous y obligeait. On était en juin 2018. Et par rapport à cette décision de juin 2018, j'ai deux remarques. La première, c'est la façon dont elle était libellée. Elle était libellée de la sorte que la vente de ces parcelles serait intéressante pour la commune en vue de financer des projets prévus au budget extraordinaire.
Et le prix qui était estimé par le géomètre expert était de 643 850 €, soit 50 € du mètre carré. À l'époque, nous avons voté contre ce point. Ensuite, en mai 2020, vous avez décidé de vendre les terrains à la société Matexi pour un montant de 525 000 €, soit en deçà du prix qui avait été estimé, et pour la construction de minimum 24 logements et maximum 25 logements. Nous n'avons pas voté ce point non plus. Fort heureusement, la vente était conditionnée à l'obtention d'un permis d'urbanisme définitif exempt de tout recours, et dans le cadre de l'enquête publique qui s'en est suivie, il y a eu une forte mobilisation des riverains qui s'est initiée contre ce projet. Vous avez même organisé, sauf erreur de ma part, une séance d'information à la population en présence de Matexi pour pouvoir un petit peu faire le point sur le projet. Là où je suis surpris, c'est que cette mobilisation citoyenne ne devait pas être une surprise, puisque, sauf erreur de ma part, il y avait déjà eu un projet similaire il y a quelques années, au même endroit, pour 19 logements ou quelque chose comme ça, non? Dans le même quartier, Dans le même quartier, dans le même quartier. 122, sur un autre. Oui, dans le même quartier. Et qui avait suscité une levée de bouclier également, sauf erreur de ma part, à l'époque. Au final, suite à cette consultation citoyenne et l'enquête publique, vous avez décidé de faire marche arrière et de ne pas octroyer le permis. Cela a eu pour conséquence que le contrat de vente a été caduc avec la société Matexi, puisque la condition suspensive n'a pas été rencontrée. Aujourd'hui, on est en novembre 2021 et vous nous demandez de voter une résiliation amiable de Matexi, afin, j'imagine, que cette société ne puisse introduire toute action en justice pour dommages et intérêts, ce qui pourrait évidemment coûter à la commune bien plus cher que les 113 789 € qui sont prévus aujourd'hui, somme qui est quand même relativement importante pour les finances communales. Et donc, finalement, si on fait la conclusion de ce dossier, au lieu de gagner 525 000 €, on va en perdre 114 000, ce que nous regrettons évidemment, et vous l'aurez compris, nous n'avons pas voté ce point. Ok, d'autres remarques? Qui est pour? Qui est contre? Merci. Alors, contrat bail, point suivant. Nous sommes au 15, contrat bail avec les accueillantes autonomes. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Qui est pour? Merci. Alors, le point 16 et le point 17 sont liés puisqu'il s'agit de convention avec le CPS de Trou pour une mise à disposition d'une part d'un local dans le bloc B et d'autre part du premier et du deuxième étage du bloc E. Donc ces conventions se situent évidemment dans le cadre de l'important projet en cours à la caserne pour créer 48 appartements pour les sinistrés des inondations de la commune de Trou. Travaux qui sont en cours et qui démolissent bien. Démolissent et remolissent, comment ça avance. Et donc évidemment, avant d'avoir les premiers sinistrés qui arrivent, il faut qu'on passe ici les modalités d'occupation. Alors le principe pour la première location, donc c'est quoi? C'est une mise à disposition gratuite dans le bloc B de locaux pour les assistants sociaux du CPS de Trou, pour pouvoir suivre la population qui sera dans le bloc E, puisque le principe c'est que les personnes sinistrées qui viendront résider là-bas resteront attachés administrativement à la commune de Trou. Et donc il y a besoin d'un local, pas de problème. Et par rapport au premier et au deuxième étage, donc à proprement parler des 48 logements, donc l'idée là aussi, c'est que la gestion se fait par Trou. Donc nous nous mettons à disposition. Il y a une indemnisation des charges, parce que évidemment il faut mettre en route le chauffage et tout le toit de 2,50 € au mètre carré, ce qui représente à peu près 10 000 € par mois, avec une petite phase transitoire, comme vous l'avez vu. Et c'est le CPS de Trou qui désignera les personnes qui viendront, qui seront bénéficiaires ou pas du risque. Je veux dire, la question n'est même pas là. Ils seront de la manière la plus adéquate, c'est eux qui connaissent leur population, bien entendu. Si, de façon anticipée, le CPS de Trou n'a pas besoin ou n'a plus besoin à un moment donné des 48 appartements, ça ne sert à rien de les laisser vides. Donc vous avez vu qu'il est prévu une possibilité pour le CPS de Trou, mais alors de façon irréversible, de nous rendre
la libre jouissance des appartements, et on le fait par quart, hein, on a coupé les 2 étages en quart. De la même manière, au niveau de la gestion des déchets, il reste administrativement lié à la commune de Traux. Donc ce sera des sacs de la commune de Traux. Alors là, on va trouver un arrangement avec Intradel. Soit Intradel, quand il passe, prend les sacs de Traux, ce qui serait le plus simple, soit on ramène à Traux les sacs pour qu'Intradel aille les chercher à Traux. Ça serait un peu compliqué, on va en faire comme ça. C'est la vie. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques. Jérôme. Il n'y avait pas de possibilité dans les locaux du CPS de les accueillir au niveau des synergies des deux services? Oh, d'abord les locaux sont pris, et puis en plus avec le Covid, bon. Non, on a envisagé les choses, mais ça se mettait mieux dans le lobby pour les personnes pour des questions de ne pas être les uns sur les autres. Et deuxième question, dans l'éventualité où les discussions avec Intradel n'aboutissent pas à quelque chose de concret pour les déchets? Bon, on trouvera un accord avec Traux, ou bien Traux viendra chercher les bennes avec les déchets dedans, ou bien on le ramènera. Yeah. Un nouveau camion. Quand on a un nouveau camion qui roule, hein. Tribène en plus. Tribune, au travail, et une école. D'autres questions, Serge? J'avais une question. Donc, au niveau de notre système de chauffage, donc il est centralisé sur l'ensemble de la caserne. Non. Par rapport à ce bloc-ci. Donc, on va avoir un nouveau chauffage dans le cahier des charges. Non, chaque bloc a son chauffage. Hein. Et donc, il y a différentes cuves alors. Oui, chaque bloc a sa citerne. Chaque bloc a sa citerne. Ah oui, c'est des citernes. Ils sont indépendants, chaque bloc est indépendant. Et donc, c'est nous autres qui continuons à approvisionner les citernes au niveau des différents blocs. Et puis, en fonction de ça, c'est le forfait qu'on a déterminé au niveau énergie qui est demandé au niveau de la commune de Traux. Disons, c'est l'ensemble des charges. On est venu ça à 2,5 €. En gros, on s'est mis d'accord avec la commune de Traux. Hein, Oui, tout à voilà, donc pour quelque chose qui soit acceptable pour eux et que nous, on s'y retrouve. C'est d'ailleurs pour ça que le bâtiment n'est plus chauffé depuis un certain temps, hein, puisque le chauffage est autonome, parce qu'il aurait été chauffé vraiment à vide. Et maintenant qu'il va être chauffé, ben, ça nous permet d'envisager l'occupation du rez-de-chaussée et éventuellement des caves, on va voir. Et donc nous allons relancer prochainement les contacts avec les artistes locaux pour leur mettre à disposition à tout le moins un certain nombre de locaux au rez-de-chaussée pour faire un centre créatif artistique autogéré ou co-géré avec les artistes. La formule n'est pas encore arrêtée, on verra avec eux un peu sur le modèle de ce qui se passe à Mortier, mais un peu plus grand. Voilà. Ok, donc pour la convention du point 16 qui est pour. Merci. Pour la convention du point 17 qui est pour. Merci. Alors, nous sommes au point 18, aide à la promotion de l'emploi, cession de points APE du CPS à la commune. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Qui est pour? Merci. Alors, le point 19, représentant de la commune à l'agence locale pour l'emploi, démission. Donc, il s'agit de la démission d'Anne-Christine Anglebert de son mandat de déléguée de la commune aux assemblées générales de la SBL, agence locale pour l'emploi de Bleuny. On en faut-il? Voilà, on prend acte. Et le point 20, ben là, on va voter, le scrutin secret. Et donc, en remplacement d'Anne-Christine Anglebert est proposé Éric Guillaume. Donc, nous allons voter. Tu n'es pas la page. Tu es le seul sans plus. Tu veux ce qu'il veut plus. Il écrit à l'encre du chien.
21 points, merci. Alors, nous entamons les assemblées générales des intercommunales et donc il faut voter point par point. Et alors, donc, pour l'assemblée générale de l'AIDE, point 1, pour, point 2, qui est pour, et point 3, qui est pour. 29. CHR de la Citadelle, point 1 qui est pour, point 2 qui est pour. Alors la Sylve, point 1 qui est pour, point 2 qui est pour, et point 3 qui est pour. ECK Finance SCRL. Donc ça c'est... Ah, donc point, article 1, pour l'Assemblée Générale Ordinaire, point 1 qui est pour, point 2 qui est pour, et point 3 qui est pour. L'Assemblée Générale Extraordinaire, point 1 qui est pour, point 2 qui est pour, et point 3 qui est pour. Alors, ECK intercommunal SCRL. Non. That's it. Je me suis trompé, 25. Point 25. Pour l'Assemblée Générale Ordinaire, point 1 qui est pour, point 2 qui est pour, et point 3 qui est pour. Pour l'Assemblée Générale Extraordinaire, point 1 qui est pour, point 2 qui est pour, point 3 qui est pour. Alors, IMIO. Ah. Alors, approbation du point 3 de l'ordre du jour, qui est pour. Et puis alors, comment tu veux que c'est ça?
Donc, on choisit si on veut être représenté physiquement ou si on ne veut pas être représenté physiquement. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a envie d'aller à l'Assemblée Générale d'Igno? Donc, je vous propose de choisir de ne pas être représenté physiquement. Qui est pour? Point 27, être Adèle. Il y avait une question. Donc ici, on pose carrément la question de la représentation ou pas d'un délégué. Mais les autres délibérations n'évoquent pas ce point-là de représentation. Par représentation, si ce n'est pas évoqué, je suppose qu'on peut y aller. Tout le monde peut y aller. Mais avec la règle qu'il suffit qu'il y en ait un qui soit là pour représenter la position du conseil communal. Il y en a peut-être qui limite à 1 avec le Covid. Oui, ici, On ne précise pas, c'est que c'est pas précisé quand l'être communal. Alors, point 27, donc être Adèle, qui est pour le point 2 d'ordre du jour, qui est pour. Voilà. Alors, Néo-Mancio, qui est pour le point 1, qui est pour le point 2, qui est pour le point 3, et alors, une assemblée extraordinaire, qui est pour le point 1, et qui est pour le point 2. Voilà. Alors, nous avons les points que nous avons passés en urgence tantôt qui sont relatifs à tout cela. Donc, pour Reza, Assemblée Générale Ordinaire, point 1 qui est pour, point 2 qui est pour l'Assemblée Générale Extraordinaire, point 1 qui est pour, point 2 qui est pour, et point 3 qui est pour. Merci. Alors, pour la SPI, Assemblée Générale Ordinaire, point 1 qui est pour, point 2 qui est pour, Assemblée Générale Extraordinaire, point 1 qui est pour, point 2 qui est pour, point 3 qui est pour. Alors, on nous demande de voir si on veut de nouveau, soit ne pas être présent physiquement, soit en réalité être avec un seul délégué. Préférez quoi? Même position. Hein? Même position. Allez, donc pas de présence physique. Qui est pour? Ok. Alors, Enodia. Enodia. Point 1, qui est pour? Point 2, qui est pour? Point 3, qui est pour? Point 4, qui est pour? Point 5, qui est pour? Point 6, qui est pour? Point 7, qui est pour? Point 8, qui est pour? Point 9, qui est pour? Point 10, qui est pour? Alors, pour l'Assemblée Générale Extraordinaire, point 1, qui est pour? Point... Et alors, on doit choisir, donc même chose, je propose qu'on ne soit pas représenté physiquement. Qui est pour? Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on a passé tous les points de l'ordre du jour. Alors, dans le cadre des questions d'actualité, je vous propose d'apporter réponse aux questions qui ont été posées dans le cadre des questions d'actualité le mois passé au sujet de l'Agence locale pour l'emploi sur base de l'article 75 du règlement intérieur du Conseil communal. Donc, en ce qui concerne d'abord petite précision des questions d'actualité, en fonction de l'article 74 de ce règlement intérieur, nous estimons que les questions de l'Agence locale pour l'emploi n'ont pas à être posées dans ce cadre des questions d'actualité, car la commune ne dispose vis-à-vis de l'agence locale ni d'un pouvoir d'avis, ni d'un pouvoir de décision. Donc, pour poser une question d'actualité, il faut qu'on rentre dans ce cadre. Néanmoins, ces questions ont été posées, elles ont été posées en séance publique, à l'improviste d'ailleurs, sans permettre aucune préparation pour y répondre, malgré leur contenu long et fouillé, ce qui a provoqué une polémique inutile. Mais puisqu'elles ont été posées en séance publique, il convient d'apporter certains éléments de réponse afin de remettre les pendules à l'heure et de ramener chacun à ses responsabilités, cela dans le strict respect de la loi et des règlements en vigueur.
premier point sur les liens entre l'agence et la commune. On a largement mis en avant. Il y a deux liens entre la commune et l'agence. Le premier est la mise à disposition de locaux. Ce n'est pas une obligation stricte de la commune. À la création des agences locales, il a été demandé aux communes de mettre à disposition des locaux nécessaires, mais ce n'est plus le cas depuis lors. Le Forum considère que cette mise à disposition peut être gratuite ou payante. Néanmoins, selon le Forum, si un loyer est demandé par la commune, il est demandé que le montant de ce loyer soit adapté à la situation économique de l'agence. Ce sont ces principes qui ont été appliqués par la commune, ni plus ni moins. L'occupation de locaux communaux a été gratuite totalement jusqu'en 2016. Ensuite, compte tenu des réserves accumulées par l'agence, qui dépassaient quand même le million d'euros, il était quand même plus justifié de maintenir la gratuité à une structure qui reste tout de même une ASBL, c'est-à-dire sans but lucratif. C'est donc en toute logique, nous semble-t-il, que sur décision du conseil communal, un loyer a été fixé à charge de l'agence. Aujourd'hui, compte tenu de la diminution des réserves de l'agence, il convenait d'en revenir à une situation normale, à savoir la gratuité horaire. Il est amusant, si je puis dire, de voir que ceux qui veulent absolument maintenir un loyer aujourd'hui sont les mêmes qui ont voté contre la mise en place de ce principe des loyers. Rappelons en effet que l'ARC et ensuite l'ICDH ont de façon quasi systématique voté contre la mise en place d'un loyer, à savoir lors des conseils communaux des 25 janvier 2018, 20 décembre 2018 et 27 juin 2019. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes qui demandent le maintien du loyer à les comprendre. Le second lien entre la commune et l'agence locale est la désignation par le conseil communal d'administrateurs, désigné sur base de la règle d'Hont, permettant à chaque formation d'être représentée au prorata de sa présence au sein du conseil. Cette désignation ne fait pas de l'ASBL une structure communale, même si par facilité de langage on parle parfois d'ASBL paracommunale, l'agence n'est en rien concernée par les règles du Code de la démocratie locale, comme le précise son article L 1234-6, premier alinéa. En dehors de ces deux liens, il n'y a aucun lien entre la commune et l'agence. Il est donc totalement faux de dire, comme cela a été dit, que la situation de l'agence locale a ou aurait un impact sur les finances communales. Deuxième point, la nature juridique du statut de l'agence locale. L'agence est une société 100% privée. Elle ne relève en rien du Code de la démocratie locale et elle est intégralement et exclusivement soumise aux règles de droit commun du Code de société et association, au même titre que n'importe quelle société privée, mis à part les règles spécifiques de son statut organique. Le financement de l'agence est le produit de l'activité liée au chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires est constitué exclusivement des ventes de services aux clients, donc 100% privé. Il est donc totalement faux de dire que l'agence gère des fonds publics. Le rôle et les obligations des administrateurs de l'agence. Le rôle et les obligations des administrateurs de l'agence sont définis par le Code des sociétés et des associations, ni plus ni moins. Selon ce code, le rôle des administrateurs est de défendre l'entreprise et de contribuer à son fonctionnement, article 2.51 du Code des sociétés. À ce titre, il leur appartient de s'informer, de formuler des propositions et de participer de façon constructive aux travaux. On peut s'interroger légitimement sur la manière dont certains administrateurs critiquant aujourd'hui sur la place publique le fonctionnement de l'agence ont rempli leur rôle assez défini. En effet, on cherche d'abord dans les propos tenus en vain toute proposition constructive. En outre, on peut s'interroger sur l'investissement réel de ces administrateurs dans leur mandat, quand ce n'est pas des absences très nombreuses, trop nombreuses lors des réunions, on constate un manque total de mise du temps à disposition de l'agence, puisque certains de ces administrateurs ne se sont jamais déplacés au siège de l'agence pour prendre connaissance d'éléments qui pourtant sont tenus à libre disposition dans le cadre du Code des sociétés qui prévoit clairement que les documents sont disponibles sans déplacement au siège de l'agence. Article 3.103. Selon les codes des sociétés également, article 2.51 du Code des sociétés, article 6 bis du règlement d'ordre intérieur de l'agence locale et jurisprudence constante, les administrateurs sont tenus à un devoir de discrétion et au secret professionnel. Ces obligations sont d'ailleurs assorties de sanctions pénales.
Le moins que l'on puisse dire en écoutant les questions d'actualité posées lors des 2 derniers conseils communaux, c'est que certains administrateurs prennent bien à la légère ce devoir. Cette attitude consistant à mettre sur la place publique des informations sensibles ou demeurant inexactes risque d'avoir un effet négatif sur l'entreprise, en créant ainsi la confusion et le doute à des fins purement politiques et sans fondement sérieux. Ces administrateurs risquent en effet de créer de la méfiance autour de l'agence et donc de diminuer son chiffre d'affaires, qui est le seul élément sensible. Et rappelons à ce titre que l'agence continue à chercher à recruter du personnel. C'est un des signaux qui montre que la situation n'est pas aussi apocalyptique que certains veulent bien le dire. Par la violation de ces devoirs, au regard du droit des sociétés, ces administrateurs risquent de mettre en jeu leurs responsabilités personnelles et l'indemnisation de ce préjudice pourrait leur être réclamée à titre personnel par l'agence, article 2.56 du Code des sociétés. Il appartiendra aux organes de l'agence, dans la stricte application des lois en vigueur, de rappeler de la manière la plus adéquate à ces personnes leurs responsabilités qui ne disparaissent pas par une simple démission. Point suivant, quelques éléments relatifs aux résultats de l'agence locale. L'activité de l'agence est essentiellement centrée sur les titres-services, secteur qui a permis pendant plusieurs années d'enregistrer des résultats positifs importants, compte tenu du contexte fiscal de l'époque et à l'époque de l'importance des aides à l'emploi, plan Activa et Ciné, disparu de rigueur. Les valeurs disponibles au sein de l'agence ont donc culminé en 2011 au montant de 1 260 911 €. Il a été dit dans ce conseil que l'activité de l'agence était en perte depuis 2017. Une fois de plus, c'est totalement faux. En effet, la courbe de croissance s'est clairement arrêtée en 2008. À partir de ce moment, en effet, et sauf 2 exercices 2017 et 2017, tous les exercices sont déficitaires, les pertes oscillant selon les années entre 19 000 € en 2014 et 546 000 € en 2011. En ce qui concerne le chiffre d'affaires, il s'est situé entre 1,2 million et 1,3 million jusqu'en 2012. À partir de cette date, il n'a cessé de grimper jusqu'en 2016, où il a atteint le niveau record de 1,9 million. L'année 2020 a été mauvaise, en se soldant par une perte de 258 000 €. Cette perte est directement liée à la crise Covid et la fermeture des activités pendant plus de 2 mois, avec une reprise fort lente. Cette fermeture a en effet provoqué une chute du chiffre d'affaires de presque 30% entre 2019 et 2020, passant d'1,6 million à 1,1 million. L'année 2021, pour une raison, ne sera pas bonne non plus. Néanmoins, plusieurs mesures ont été prises qui devraient limiter le déficit 2021 à 60 000 €. Enfin, un pré-budget 2022 a été approuvé par le conseil d'administration de l'agence qui ramène les perspectives 2022 à un niveau proche de l'équilibre. En ce qui concerne les réserves de l'agence, elles étaient de 580 819 € fin 2020. Les avoirs disponibles fin 2021 devraient se situer entre 400 000 et 500 000 €, bien loin de ce que certains ont mis sur la place publique, criant à la fin de l'agence locale. Les problèmes sont là et il faut les résoudre, mais l'agence ne joue pas sa survie, loin de là. Non seulement elle conserve des moyens financiers importants, mais la crise Covid n'a pas provoqué de pertes significatives de clientèle. Par ailleurs, la rentabilité marginale reste d'environ 10%, c'est-à-dire que chaque fois que le chiffre d'affaires augmente de 1000, le bénéfice augmente mécaniquement de 100. En effet, l'agence dispose d'une taille critique utile qui permet de bénéficier de cette spirale vertueuse. C'est bien pourquoi le chiffre d'affaires est l'élément clé de la réussite de l'agence locale. Le tableau apocalyptique dressé sur la place publique par certains administrateurs est donc une accumulation d'erreurs techniques et de contre-vérités contraires à la réalité des faits. Quand on commet autant d'erreurs d'analyse, c'est évident que le but n'est certainement pas de soutenir l'agence, ce qui est pourtant le rôle légal d'un administrateur. Ce comportement témoigne à nos yeux d'un mépris total envers l'association, ses clients et son personnel. D'autres questions d'actualité ont été posées le mois dernier. Dans le strict respect de la loi, nous nous sommes informés auprès des représentants du conseil communal au sein de l'agence et il ressort les informations suivantes. Le retard dans l'établissement des comptes 2020. Les comptes 2020 ont bien été approuvés dans les délais, à savoir lors de l'Assemblée générale de juin. Par contre, il y a effectivement eu un retard dans la publication
dû à la conjugaison de plusieurs éléments, dont le fait qu'il a fallu au trésorier plus d'1 mois pour rédiger le procès-verbal de l'Assemblée. Depuis lors, les comptes ont été publiés. Cette situation doit effectivement être améliorée les prochaines années, mais ne cause aucun préjudice ni à l'institution ni aux tiers. Il a été dit lors des questions d'actualité que ce retard de publication empêche le travail des administrateurs de l'agence, ce qui est tout à fait faux, une fois de plus, puisque les administrateurs, par hypothèse, sont informés avant quiconque des comptes approuvés par l'Assemblée générale, puisqu'ils y sont. La date de publication n'a aucun impact sur ce point. Point soulevé lors des questions d'actualité, la mise à disposition des documents. Lors des questions d'actualité, il a été plusieurs fois soulevé un manque de transparence de l'agence qui irait jusqu'à refuser l'accès à certains documents par les administrateurs. Il faut ici encore une fois rappeler que le Code des sociétés prévoit en son article 3.103 que les documents doivent être mis à disposition des administrateurs sans déplacement. Si les administrateurs veulent consulter des documents, ils doivent donc prendre simplement rendez-vous au siège de l'association. C'est très simple. Et pourtant, par exemple, le trésorier n'a jamais pris la peine de faire cette démarche. Jamais il n'a demandé à pouvoir consulter les documents en presque 3 ans. Et maintenant, il ose affirmer qu'il y a un problème de transparence à l'agence. Quel culot! De la même manière, il n'a jamais pris contact avec l'expert comptable alors que l'autorisation lui en avait été donnée par le bureau exécutif. C'est manifestement l'application de la formule de Saint-Luc, l'histoire de la paille dans l'œil du voisin et de la poutre dans le sien. Par ailleurs, sur des points plus précis, il a été prétendu que les administrateurs n'ont pas eu connaissance des rapports d'activité et statistiques du personnel. C'est encore une fois totalement faux. Ces éléments ont en effet été présentés et commentés via des tableaux détaillés lors de la réunion du bureau exécutif du 24 août 2020, ainsi que lors des conseils d'administration des 24 juin 2019, 26 août 2020, 29 avril 2021 et 10 juin 2021. Si les administrateurs estiment que les règles de fonctionnement de la société ne sont pas respectées, de leur droit de porter la question devant le tribunal de l'entreprise, mais certainement pas devant un conseil communal. Le retard dans l'établissement des budgets a aussi été soulevé. Il est exact que le mieux en matière de gouvernance est d'avoir des budgets en place avant de commencer l'exercice. Nous sommes bien d'accord. Si ce n'est pas le cas, il conviendrait de corriger le tir. Point suivant. Les informations et décisions sur Servineuf. Lors des questions d'actualité, il a été dit que la situation de Servineuf n'a pas été débattue lors du CA ou du bureau exécutif de l'agence. Encore une fois, c'est totalement faux. En effet, la situation de Servineuf a été à l'ordre du jour de pas moins de 17 réunions. Il est exact que lors du conseil d'administration du 26 ou 21, le point n'était pas à l'ordre du jour, puisque ce conseil, convoqué à la demande expresse du trésorier, n'avait qu'un point, à savoir les honoraires du directeur. Il a aussi été dit que Servineuf était, ou écrit que Servineuf était en faillite. Une fois de plus, c'est totalement faux. Servineuf est dans un processus de liquidation, de dissolution-liquidation, ce qui sur le plan juridique n'est pas du tout la même chose. Cela a permis notamment de sauvegarder les droits sociaux du personnel et les droits des tiers. Conformément aux règles de gouvernance normales, la dissolution de Servineuf sera prononcée lors d'une assemblée générale spéciale qui se tiendra devant notaire. La personne qui représentera l'agence sera évidemment porteuse d'une décision formelle du conseil d'administration de l'agence. Point suivant, largement mis et monté en épingle, les honoraires du directeur. À de multiples reprises, tant par voie de réseaux sociaux que lors de questions au conseil communal, ce point a été mis sur la table. Le directeur percevrait un salaire exorbitant. Nous ne pouvons que regretter ainsi que certains administrateurs de l'agence stigmatisent à ce point une personne dans son activité professionnelle. La lourdeur des attaques, leur caractère répétitif, mais surtout leur caractère totalement exagéré et erroné, font que ces comportements pourraient être qualifiés de harcèlement au minimum, et ce, au sens pénal du terme. Il est sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, profondément regrettable que des personnes désignées par le conseil communal se laissent aller à ce genre de faute professionnelle en perdant leur sang-froid et en confondant à ce point leur intérêt partisan avec l'intérêt général et le respect dû aux personnes. Sur le fond, il a donc été dit et écrit à plusieurs reprises que le directeur de l'agence percevrait un salaire exorbitant. Qu'en est-il? Depuis le 20 décembre 2011,
date de son engagement. Le directeur perçoit des honoraires mensuels de 6 000 € bruts hors TVA. Il preste dans le cadre non pas d'un contrat de travail, mais d'un contrat de prestation de service, ce qui est assez habituel dans la gestion de sociétés privées. Le directeur ne perçoit aucun remboursement de frais de quelque nature que ce soit. Comme tout indépendant, il ne bénéficie pas de pécule de vacances, ni de primes de fin d'année, ni de protection sociale. Il doit donc, comme tout indépendant, cotiser à titre personnel pour sa couverture sociale, ce qui pour un travailleur sous contrat de travail est effectué par l'employeur au travers des cotisations personnelles et des cotisations patronales, soit dans ce cas environ 40% de la charge patronale totale. Il n'y a eu aucune augmentation barémique ni aucune indexation de ces honoraires jusqu'au 31 décembre 2016. Aucune. À partir du 1er janvier 2017, le directeur a été chargé d'une mission supplémentaire, à savoir la création et la direction de la coopérative Servineuf. Le montant des honoraires pour cette mission a été fixé à 1 550 € bruts par mois hors TVA. Le directeur perçoit donc depuis lors un montant mensuel brut total hors TVA de 7 550 €, à savoir 6 000 € pour la direction de l'agence et 1 550 € pour la direction de la coopérative Servineuf. Compte tenu de la fin des activités de Servineuf, dorénavant, le directeur reviendra logiquement au niveau d'honoraire initial, à savoir 6 000 € bruts par mois, soit pour rappel le montant de 2011 sans indexation ni augmentation. Si on veut se donner une référence pour juger si ce salaire est exorbitant, il convient de se référer au barème applicable au sein de l'administration communale. Le coût patronal brut correspond au niveau d'un agent D6 en début de carrière, ce qui représente pour l'agent moins de 2 000 € net par mois. Si certains estiment ce salaire exorbitant, ils habitent sans doute sur une autre planète que la nôtre. Autre remarque. Lors des questions d'actualité, d'autres sous-questions ont été posées. Il a été demandé si le directeur disposait du pouvoir de conclure ou résilier des contrats de prestation avec des clients. Il est évident que cette compétence rentre dans le cadre de la gestion journalière et c'est des actes qui sont posés toutes les semaines par le directeur. Il a été demandé si le contrat du directeur pouvait être signé par les représentants du conseil d'administration sans passer formellement au conseil d'administration. Même si cela ne semble pas juridiquement obligatoire, et même si cela a été le cas dès le début, et que donc rien n'a été modifié dans les pratiques de l'agence à ce sujet depuis l'engagement du directeur, il serait préférable, pour des raisons de transparence et pour éviter toute ambiguïté, qu'à l'avenir ce type de contrat soit ratifié par le conseil. Il a aussi été reproché à l'agence locale de faire de la publicité pour le recrutement de personnel via le journal Le Cerf et Moi. Jetant ainsi la suspicion sur le fait que l'agence locale pour l'emploi pourrait financer un journal proche de la majorité PS. En regrettant que cet état d'esprit suspicieux subsiste encore aujourd'hui au sein du conseil communal, alors que je pensais que nous avions franchi le cap du XXIe siècle, je confirme donc pour autant que de besoin que ces publicités étaient évidemment gratuites. Il a aussi été reproché à la majorité communale de pratiquer une discrimination avec d'autres opérateurs de titre-service actifs sur le territoire communal. Cela créerait une discrimination vis-à-vis de Barque Service, autre opérateur important de la commune. Il y a eu une époque, effectivement, où les relations entre l'administration communale et cette SBL restaient méfiantes. Mais il faut être bien peu au courant de ce qui se passe dans nos villages pour penser que les choses n'ont pas évolué. Dans le respect de la stricte autonomie de l'Arc Service, il est évident aujourd'hui que dans l'intérêt de l'ensemble des citoyens, si des pistes de partenariat se présentent, elles seront étudiées avec attention par le collège communal. Pour pouvoir arriver à cela, il faut créer de la confiance, beaucoup de confiance entre les partenaires. L'interpellation au dernier conseil communal sur ce point est donc tout le contraire de ce qu'il faut faire. Enfin, il a été reproché à la commune d'abandonner ses loyers alors que l'agence locale continue à percevoir des loyers de locataires. Cela serait inéquitable. Je dois vous avouer que nous avons essayé à tête reposée de comprendre la logique de cette question, mais que nous n'y sommes pas arrivés. Je prie le conseil d'excuser la longueur de ces explications qui, je l'espère, vont permettre à chacun de retrouver la sérénité nécessaire, bien nécessaire, au fonctionnement de l'agence. Tout est-il parfait? Jamais. Rien n'est jamais parfait pour ceux qui prennent leurs responsabilités.
et toute critique positive est toujours la bienvenue. Néanmoins, nous aurons compris ces dernières semaines à quel point le dossier de l'agence a été instrumentalisé à des fins politiques. Cette stratégie est l'application bête et méchante d'un adage bien connu, mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Ni plus, ni moins. La manière dont les débats se sont déroulés lors des dernières questions d'actualité au Conseil communal nous a donné une petite image de ce qui doit être depuis des mois le climat de travail et l'ambiance au sein des instances de l'agence. Un climat de pilonnage et de suspicion permanent, sans aucune cohérence, qui multiplie les contre-vérités, les mensonges et les inexactitudes et fait flèche de tout bois pour empêcher un travail sérieux. Comment voulez-vous travailler sereinement quand certains entretiennent de toutes pièces et constamment une ambiance de travail aussi délétère? En ce qui nous concerne, tous ces incidents ne nous déstabiliseront pas. Nous continuerons pour notre part à essayer de soutenir au mieux l'agence dans ses missions, qui sont essentiellement de créer des opportunités d'emploi à nos concitoyens. C'est un conseil d'administration largement renouvelé qui aura pour tâche de gérer l'agence dans les prochains mois. Ils peuvent compter sur le soutien de l'administration communale de Bleny, à commencer par sa présidente qui a dû gérer ce climat depuis 3 ans dans des circonstances bien pénibles. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres interventions d'actualité? Jérôme? Je te remercie pour ces longues explications. J'ai envie de dire, enfin, nous avons quelques réponses à des questions qu'on se posait. Et j'aurais bien envie de te répondre point par point à ce que tu viens de relater, tant il y a des choses à dire, à nuancer ou à corriger. Mais je me concentrerai uniquement et essentiellement mon propos sur, à mon sens, les liens qu'il y a entre la commune et l'ALE. Parce que de cela, à mon sens, découlent bien d'autres clarifications que tu as évoquées dans tes explications, à savoir le droit de poser des questions d'actualité, le droit de devoir de discrétion, secret professionnel et responsabilité des administrateurs. Donc, si j'ai bien compris, selon tes explications, les liens qui existent entre l'ALE et la commune sont de 2 ordres. D'une part, les loyers, et d'autre part, la désignation par le conseil communal de personnes qui siègent à l'Assemblée générale. Et si j'ai donc bien compris, en dehors de ces 2 liens, il n'en existe pas d'autres. Je pense qu'il faut être beaucoup plus nuancé parce que je n'ai pas du tout la même lecture et je pense que les choses ne sont pas aussi claires. Et lorsque, c'est un peu mon côté homme de loi, lorsqu'il y a un doute, on retourne évidemment à la base qui sont les statuts. Je me suis donc plongé dans les statuts et il me semble que ceux-ci confondent joyeusement 3 notions pourtant fondamentalement distinctes, à savoir d'une part qui sont les membres, les associés, d'autre part qui sont les membres de l'Assemblée générale et d'autre part qui sont les membres du conseil d'administration. Sauf erreur de notre part, les statuts de l'Agence locale pour l'emploi n'indiquent pas qui sont les membres, qui sont les associés de cette ASBL. Si je fais un parallèle avec une ASBL qu'on connaît fort bien, Blenny-Mines, on sait très bien que les membres de cette ASBL, c'est la commune de Bleny, la province, la région wallonne, etc. Ici, à la lecture des statuts, ce n'est pas aussi clair. Les statuts stipulent, à l'article 5, que l'Assemblée générale est composée paritairement de 12 à 14 membres représentant, et j'insiste bien sur le mot représentant, le conseil communal et les organisations siégeant au sein du Conseil national du travail. Les statuts continuent, et à son article 14, lorsqu'ils évoquent le conseil d'administration, eh bien c'est la même chose, également 12 à 24 membres, et le CA est composé de manière tout aussi paritaire d'administrateurs proposés pour moitié par le conseil communal et pour moitié également par les organisations siégeant au Conseil national du travail. Alors, on se pose évidemment des questions. La première question, et pour moi est la plus importante, qui sont, in fine, les membres, les associés de cette ASBL? Alors, de 2 choses l'une. Soit la commune et les organisations qui siègent au Conseil national du travail sont les associés,
Et dans ce cas, il me semble que les questions relatives à la bonne gestion de cette ASBL sont d'intérêt communal et qu'elles doivent pouvoir être posées et discutées au sein de notre conseil communal. Notamment, le rapport de gestion du conseil d'administration et les comptes annuels de l'Assemblée, de l'ASBL devraient être soumis à l'approbation du conseil communal, et ce peu importe que l'ASBL relève soit du code de démocratie locale ou du code des sociétés des associations. Dans ce cas, les personnes physiques qui sont désignées par le conseil communal, par les associés pour siéger au sein de l'Assemblée générale de l'ASBL, ils seraient tout simplement les représentants sensu stricto. Soit, deuxième possibilité, les associés sont les personnes physiques qui ont été personnellement désignés soit par les membres du Conseil national du travail, soit par notre conseil communal. Et là, la rédaction obscure des statuts peut laisser le comprendre, peut laisser à penser cette thèse. Mais ce serait, à notre sens, interpellant car c'est un peu comme si notre commune participait à la création d'une société anonyme, mais décidait que les actions seraient détenues en réalité par d'autres personnes. Quoi qu'il en soit, même si les membres de l'Assemblée générale désignés par notre conseil deviennent de ce fait eux-mêmes les associés de la SBL, il me semble qu'ils ont tous et chacun le devoir de rapporter à notre conseil la manière dont la SBL est gérée. C'est d'autant plus vrai, comme vous venez de l'indiquer, que la commune subsidie cette ASBL en mettant des locaux gratuitement à sa disposition, ce qui implique, conformément à l'article L 3331-7 du Code de démocratie locale, que notre conseil doit contrôler les modalités d'utilisation de cette subvention, donc qu'ils prennent connaissance des comptes et du rapport de gestion de l'Assemblée de la SBL. Et je pense d'ailleurs que c'est prévu dans le règlement d'ordre intérieur de notre conseil. Donc, deuxième question, quid alors de la composition et du conseil d'administration et du contrôle de ce dernier par l'Assemblée générale? On l'a vu, les statuts prévoient des compositions similaires, 12 à 24 membres, avec une parité entre le conseil communal et les membres du conseil national du travail, au sein de l'Assemblée générale et du conseil d'administration, mais on n'imagine pas une composition identique. En d'autres termes, à l'Agence locale pour l'emploi, les membres de l'AG sont les mêmes que ceux du CA. Ce qui conduit à une situation un petit peu rocambolesque, puisque les membres du CA et les membres de l'AG sont les mêmes personnes. Alors, avec leur casquette d'administrateur, ils arrêtent les comptes annuels et le rapport de gestion du conseil d'administration, puis ils se convoquent eux-mêmes à l'Assemblée générale, et l'instant d'après, ils changent de casquette, ils deviennent membres de l'Assemblée générale et ils approuvent ces comptes en même temps qu'ils donneraient des charges aux administrateurs, donc en fait à eux-mêmes. Cette confusion de contrôleurs contrôlés serait évidemment un petit peu réaliste et on s'en doute à des années-lumière de toute notion de bonne gouvernance que nous connaissons aujourd'hui. Donc, à mon sens, avant d'aller plus loin dans l'analyse des questions factuelles que tu viens notamment d'évoquer, il nous semble important de préciser qui sont les associés et les membres, qui représentent ces associés au sein de l'Assemblée générale, qui sont effectivement les administrateurs et comment peut-on distinguer le contrôleur contrôlé et afin d'éviter toute absence de conflit d'intérêts entre l'Assemblée générale et le conseil d'administration. C'est des questions qui sont fondamentales et à la lecture des statuts, ça n'apparaît pas aussi clair. Et s'il existe un avis, parce que j'imagine que vous avez peut-être consulté pour répondre en tout cas aussi longuement, je serais curieux de le connaître. Ok. D'autres remarques, d'autres questions, Serge? Oui, ben non. Simplement, je voulais demander, à partir du moment où j'écoute ton raisonnement et ton explication qui vient assez tard évidemment dans la situation qu'on vient de vivre, je me pose la question de savoir si au niveau de l'Union des villes et communes ou aux instances supérieures, on pourrait avoir à un moment donné un avis sur la possibilité ou non qu'un conseiller communal puisse aller consulter des documents à l'Agence locale pour l'emploi. Pour qu'on puisse à un moment donné savoir si le conseil communal n'a rien à dire ou simplement ne peut pas poser une question d'actualité sur le sujet, ce qui est différent. S'il y a un point à l'ordre du jour, je suppose qu'on peut en débattre. Si c'est une question d'actualité, je peux imaginer que
à ce moment-là, il y a une autre réglementation qui pourrait être mise en place. Mais simplement, la consultation des documents par rapport au ROI, au niveau des structures, on a désigné des représentants. Est-ce que oui ou non, on peut aller en tant que conseil communal consulter des documents à l'agence pour l'emploi et en faire la liste? Qu'on ne puisse pas à un moment donné dire qu'on fait l'acharnement si on veut y aller. Qu'on sache à un moment donné être clair pour l'un comme pour l'autre. D'autres remarques? Marie? La vérité, elle n'est jamais d'un côté ou de l'autre. On est comme avec une pièce de monnaie qui tombe. On a peut-être entendu la semaine dernière ou le mois dernier plutôt le côté face, aujourd'hui on entend le côté pile. Je ne retire rien à ce que, personnellement, j'ai été élu par l'ensemble des conseillers. Le mandat, me semble-t-il, qui m'avait été donné, c'était le mandat du conseil communal. Je n'ai jamais imaginé aller siéger à l'agence locale pour l'emploi à titre personnel. À aucun moment. Mais je m'y suis engagée parce que j'avais un mandat et dans ce cadre-là uniquement. Il me semblait donc qu'arriver, et je ne vais pas rentrer dans tous les détails du bien, moi, qu'arriver dans l'impasse dans laquelle nous étions, que je n'avais pas d'autre solution que d'informer le conseil communal des motifs, et ils étaient 4, et ils n'étaient pas dans les détails, des motifs de ma démission. Alors, tout ce que tu as dit, quasiment tout, la théorie est peut-être celle-là. La pratique est tout à fait autre chose. Hein. Tout à fait autre chose. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais sache qu'encore cette semaine, je me suis trouvée dans la même situation de non-accès à des informations que j'avais demandées. Et grâce à ça, ces informations, elles n'étaient pas demandées pour du harcèlement. Ces informations, elles étaient demandées de manière à construire des propositions. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça ne sert à rien. Les choses ont été dites, on prend acte, mais les choses ne sont pas ni blanches ni noires. Et selon qu'on regarde le côté pile ou le côté face, on a deux versions radicalement différentes du vécu concret de ce qui se passe effectivement dans les instances de l'agence locale pour l'emploi. Voilà. Y a-t-il d'autres questions d'actualité? J'ai une autre question. Oui. Non, c'est pas rien. Vas-y. Marie. Apparemment, je ne sais pas si vous avez entendu ou si vous avez écho, mais il semblerait qu'il y a une recrudescence de vols sur la commune, sur l'entité, notamment sur le village de Sèvres. Je ne sais pas si vous avez des infos en ce sens-là. Gagné aussi. Gagné aussi. Aujourd'hui, au collège de police, c'était surtout sur Bassange et d'Alem. Bassange et d'Alem. 3% de municipaux. Ok. Marie, tu avais une autre question? Oui, tout à fait autre chose. C'est en matière de circulation. Donc, nous avons tout à l'heure voté pour Matexi un dédommagement. Un des éléments importants qui était amené par les riverains était le problème de la circulation. Ce problème de circulation, qui, avec l'augmentation de la population, devient un peu récurrent à différents endroits dans la commune. On en va parler d'aujourd'hui avec les contrôles de police, parce que là, c'est le summum. Mais on a régulièrement, et encore pas plus tard que toute cette semaine, des bouchons aux différents ronds-points. Et donc, la question que je souhaite poser ou reposer, c'est est-ce qu'il n'est pas urgent, est-ce qu'il n'est pas temps de refaire un plan de circulation intégré ou de s'y atteler pour l'avenir de la commune? Je ne me dis pas Marc, que ce n'est pas une question d'actualité, puisque c'est cette semaine qu'il y a eu tous ces problèmes encore sur Barchon et aux différents ronds-points. Il faut prendre de ta Marc. D'autres questions? Merci. Voilà. Merci beaucoup. La séance publique étant clôturée, je vous souhaite une bonne soirée à notre public nombreux et attentif.